Bonjour à tous, donc nous allons débuter ce webinaire sur la présentation des référentiels et outils allaitement organisés par le réseau de périnatalité Occitanie. Juste à titre informatif, on est sur Toulouse, il y a beaucoup de pluie aujourd'hui, il y a eu quelques coupures d'électricité. L'électricité a l'air d'être revenue là, on croise les doigts. N'hésitez pas à vous reconnecter s'il y a des coupures. On vous propose de participer à un WooClap pour rendre ce webinaire de manière plus interactive. Donc, vous pouvez vous rendre, soit de flasher le QR code, vous pouvez vous rendre sur le site wooclap.com et rentrer le code d'événement SMAM RPO. Je laisse encore quelques instants et après, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous n'avez pas eu le temps de flasher ou d'aller sur WooClap. Je vous rappelle le code événement SMAM RPO. Donc, je vous rappelle également les modalités du webinaire. Donc, les micros et caméras sont inactivés par défaut. Et si vous voulez interagir avec nous, vous avez la possibilité de poser des questions sur l'onglet questions-réponses et on abordera les questions en fin de présentation. À la fin de la session, vous aurez un questionnaire de satisfaction que l'on vous demandera de remplir. Et ensuite, le webinaire sera disponible en replay dans les jours prochains sur le site internet du réseau et sur la chaîne YouTube du réseau également. Alors, je vois qu'il y a un participant qui a levé la main. Bon, donc, ce webinaire a été réalisé donc, par le pôle parcours périnatal du RPO dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement. Donc, le pôle parcours accompagne les professionnels de la périnatalité à l'optimisation du parcours de la femme, du coparent et de l'enfant durant les 1000 premiers jours par la coordination, l'accompagnement et la formation. Et donc là, c'est plus spécifiquement le projet allaitement du pôle parcours qui est concerné. Donc, je vais vous présenter les intervenantes. Émilie Hervé-André va intervenir. Elle est sage-femme enseignant-chercheur au département de maïeutique de l'Université de Montpellier. Et j'ai avec moi Madame Séverine Lacroix, qui est sage-femme au CH de Rodez et formatrice au sein du RPO. Et moi-même, sage-femme coordinatrice au RPO en charge du projet allaitement. Ce webinaire a été réalisé avec la collaboration des membres du pôle parcours. Donc, pourquoi un webinaire aujourd'hui sur l'allaitement? Eh bien, nous sommes en pleine semaine mondiale de l'allaitement le RPO a un rôle à jouer dans la promotion et dans le soutien de l'allaitement. Les objectifs, c'est de pouvoir promouvoir et soutenir l'allaitement maternel en Occitanie, mais également de pouvoir assurer une prise en charge de qualité en proximité. Donc, l'objectif, c'est d'analyser le besoin autour de l'allaitement. En cela, le RPO essaye de réaliser des états des lieux des ressources des professionnels, des associations, des maternités labellisées IHAB, mais aussi de pouvoir améliorer et harmoniser les pratiques des professionnels en proposant une formation professionnelle, en proposant des outils et des référentiels régionaux validés par notre conseil scientifique. Et enfin, en soutenant l'allaitement maternel en Occitanie, en proposant des actions, notamment une action coordonnée à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement, des actions de communication et des supports de communication. Donc cette année, la Semaine mondiale de l'allaitement a pour thème réduire les inégalités, favoriser l'allaitement pour tous. Au niveau international, c'est WABA qui coordonne la SMAM. Au niveau national, c'est la Coordination française de l'allaitement maternel. Et au niveau régional, donc le RPO, en collaboration avec Promotion Santé Occitanie, essaye de proposer aux professionnels des outils et de réaliser des actions. Au niveau territorial, on a pu mettre en place une carte interactive qui recense toutes les actions organisées par les professionnels ou les associations sur le territoire. Nous avons créé une affiche en tant que support de communication
Et nous avons pu créer aussi des outils faciles à lire et à comprendre sur les positions d'allaitement, sur la conservation du lait maternel et sur l'expression manuelle du lait. Tous ces outils sont disponibles sur le site internet du réseau de périnatalité et donc ils ont été créés à l'occasion de la SMAM, mais ils peuvent être bien sûr utilisés tout au long par les professionnels pour les patientes. Et ils sont disponibles en libre accès sur le site internet du réseau de périnatalité. Nous avons également pu travailler en collaboration avec Cap Parents, qui est un nouveau dispositif régional sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et donc, Cap Parents a créé des fiches sur le handicap physique, donc handicap physique et allaitement, et une autre fiche sur sur les handicaps invisibles. Ces outils sont également disponibles sur le site de Cap Parents et sur le site du réseau de périnatalité Occitanie. Aujourd'hui, donc on va vous présenter les référentiels qui ont été, écrits, rédigés, travaillés par le copilallaitement, du réseau de périnatalité et par les groupes de travail. Le copilallaitement est constitué d'une dizaine de professionnels et de représentants des usagers. C'est un copil pluripro avec, des sages-femmes, des puères, des pédiatres, pharmaciens, infirmières et l'objet de ce copil est de pouvoir, élaborer des référentiels, de proposer, aussi, de mettre en place des groupes de travail, mais aussi c'est de la veille scientifique, et les groupes de travail sont constitués en fonction des thèmes proposés, par rapport aussi également aux actualités. Donc je remercie grandement, l'ensemble des membres du copilallaitement sans qui, aujourd'hui, on ne serait pas là pour parler des référentiels. C'est des professionnels, qui sont bénévoles, qui donnent beaucoup de leur temps, et grâce à qui, vraiment tout ça est possible et donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir, Émilie et Séverine qui font partie du copil, qui sont là pour nous présenter les référentiels. Donc, je vais laisser dans un premier temps la parole à Émilie qui va nous présenter le référentiel sommeil partagé chez la femme allaitante. Je reprendrai la parole pour vous présenter le référentiel prise en charge de l'abcès du sein chez la femme allaitante. Et puis Séverine poursuivra avec l'administration de compléments et les signes d'alerte. Et enfin, je vous présenterai un outil qui a été réalisé sur les fiches de transmission, retour à domicile et allaitement maternel. Et on passera enfin aux questions-réponses. Je te donne la parole, Émilie. Bonjour. Merci beaucoup Jessica pour cette belle présentation. Donc la première chose que l'on va faire concernant ce référentiel, sommeil partagé et allaitement, c'est déjà voir avec vous, pour ceux qui sont connectés, en fait, qu'est-ce que pour vous, en fait, le sommeil partagé? Et puis après, je reviendrai sur la composition du groupe si vous le voulez. Donc vous n'hésitez pas à rentrer le code ou clap sur votre application ou bien sur vos téléphones pour pouvoir voter. Et qu'est-ce que d'après vous, ce sommeil partagé? Il y a plusieurs réponses qui sont possibles, donc surtout, vous n'hésitez pas à implémenter vos réponses si vous avez besoin. Donc là, on voit dans les réponses que vous avez mis du co-sleeping, du co-dodo, des rythmes. En fait, c'est très bien parce que ça va me permettre du coup de continuer de faire le lien sur ce que nous, on va appeler dans ce référentiel-là le sommeil partagé. Donc c'est vraiment parfait. Et du coup, on va reprendre peut-être l'origine de ce référentiel. L'origine de ce référentiel, il est venu en fait des différents professionnels de santé qui ont composé ce groupe. Et vous le voyez bien, en fait, tout à l'heure, Jessica l'a passé. Il y a des pédiatres, il y a des sages-femmes, il y a des puères, il y a des psychologues. Et en fait, nous avons constaté à l'intérieur de ce groupe qui était pluridisciplinaire qu'il y avait une pratique fréquente en fait de sommeil partagé. Quand on dit sommeil partagé, en fait, on peut observer différentes formes de sommeil partagé. Euh, et souvent, c'est ce qui est entendu par cododo. En fait, on peut voir des dispositifs qui sont mis à côté du lit des parents. On peut voir en tant que professionnel de santé parfois des enfants qui dorment
entre les deux parents et on peut voir aussi des enfants qui dorment sur les parents, sur un fauteuil. Cette pratique est souvent cachée parce qu'elle va à l'encontre des recommandations, actuelles, en tout cas sur le couchage et certains parents sont amenés à pratiquer ponctuellement, le sommeil partagé. Quand on regarde, les chiffres, en fait, on s'aperçoit il y a une étude qui a été faite en 2005, de Stretcher qui montre que 32 des nouveau-nés de moins de 6 mois se retrouvent ponctuellement dans le lit des parents. Donc ça, c'était une étude, qui était plutôt, ancienne et la nouvelle étude Epiphane qui est sortie en 2021 montre bien qu'en fait, à l'âge de 2 mois, on a un nombre non négligeable d'enfants qui se retrouvent en fait dans le lit des parents. Et là, on le voit par exemple, il y a, 69 des enfants sur les 3 500 enfants. Et en fait, ce qu'on s'était dit, c'est que il faudrait proposer un cadre et proposer un référentiel pour pouvoir accompagner les professionnels de santé lorsque cette pratique du sommeil partagé était, soit vue, soit évoquée par les parents. Pour nous, et en tout cas dans le référentiel, nous n'allons pas utiliser le terme de cododo, comme vous avez pu le mettre, dans le WCLAP. Pourquoi? Parce que le cododo va dériver en fait du terme anglais qui va être co-sleeping, comme vous l'avez mis. Et ce terme de co-sleeping, en tout cas ce terme anglais, va regrouper 3 grandes situations. Le partage de chambre, le partage du lit, comme on l'avait vu, ou le lit à côté le lit de l'enfant à côté du lit parental en sidecar. Lorsqu'on parle et lorsqu'on se limite au terme de lit, en fait, c'est que on va méconnaître le risque de s'endormir dans un fauteuil et puis, en fait, c'est surtout, on va méconnaître aussi, ce qui va se passer. Pour pouvoir mieux comprendre ces recommandations et pour pouvoir ajuster les recommandations qu'on va présenter, en fait, on va reprendre un petit peu de physiologie. Pourquoi? Parce que dans un rythme alimentaire du nouveau-né physiologique, le nouveau-né va téter au sein entre 8 à 10 fois, entre 8 à 12 fois par 24 heures, excusez-moi, à des intervalles qui sont très irréguliers. Vous le savez, vous, en tant que professionnel de santé, ça peut être aussi bien le jour que la nuit. Et donc, en fait, il y a une grande majorité des nouveau-nés qui vont vouloir téter la nuit. Et donc, ce contact corporel avec la mère, lors de l'allaitement maternel, heu, peut se faire avec un partage de lit, mais en sécurité, ou lors d'un portage d'un enfant en sécurité, pour permettre, en fait, une réactivité des mères, en fait, aux signaux du nouveau-né, aux signaux d'allaitement, lorsque l'enfant est près de sa mère. Ce qui fait que du coup, vous allez avoir aussi toute la physiologie, l'augmentation de la prolactine, de l'ocytocine, diminution des hormones de stress, avec des tétées plus nombreuses, avec un enfant qui va moins pleurer et surtout, en fait, avec une maman, on le sait, le sommeil est modifié, chez la femme en postpartum, mais avec un sommeil qui va être facilité en cas de partage, hem, en cas de sommeil partagé. Et on va voir pourquoi et du coup, on va voir ce qu'on a proposé. Les recommandations de couchage, en fait, sont strictement les mêmes et je vais les rappeler brièvement. Les recommandations de couchage, c'est un enfant qui dort à plat, sur le dos, avec une turbulette qui va être adaptée à sa taille, sans bonnet sauf cas particulier, dans son propre lit, dans la chambre des parents la première année, dans une pièce entre 18 et 20 degrés, sans exposition au tabac et en utilisant un lit à barreaux ou un matelas ferme, d'accord? Et veiller à ce que la pièce soit aérée. Seulement, en plus de ça, on a adapté ces référentiels pour la femme qui allait. En fait, les recommandations que le groupe de travail allaitement a émis, c'est que le nouveau-né soit du côté de la mère allaitante et non entre ses parents. Si le bébé est né prématurément ou avec un petit poids de naissance par rapport à l'âge gestationnel avant l'âge de 12 ans, de 2 mois ou 3 mois, on va opter pour un lit séparé ou un lit en 7 quarts. S'il est s'il a de la fièvre ou en tout cas une pathologie, de la même manière, privilégier un lit séparé ou un lit en 7 quarts pour ne pas majorer la température. Ensuite, nous avons adapté ces règles-là aussi pour les parents. En fait, il faut toujours que le coparent, heu, soit prévenu, de la surface partagée, que le parent soit non fumeur
Et dans le non-fumeur, on a inclus tabac, cannabis, CBD, vapoteuse, et qu'il y ait une bonne vigilance des parents. En effet, qu'il n'y ait pas d'alcool, pas de prise de somnifères ou de médicaments qui altèrent la vigilance. Et enfin, on a également fait des recommandations concernant l'environnement. En fait, il faut que le parent soit installé avec l'enfant dans un lit avec un matelas ferme et dédié au sommeil, que le matelas ferme soit collé au bord du lit ou le matelas à même le sol, un lit parental sans animaux ou sans autres enfants, avec un enfant dans sa propre gigoteuse et pas dans la couette des parents ou pas dans le drap des parents. Et l'enfant est toujours accompagné dans un grand lit. Si vous le mettez dans un grand lit, en effet, il est toujours accompagné. Maintenant, j'aimerais avoir, vous, en tant que professionnel de santé, avez-vous déjà eu des parents qui vous ont demandé des informations concernant le sommeil partagé? Est-ce que c'est quelque chose qui est régulièrement, qui revient régulièrement lors des consultations que vous avez pu faire? Alors juste pour ceux qui nous ont rejoints en cours, vous pouvez aller sur le site wooclap.com et rentrer le code événement SMAM RPO afin de pouvoir répondre au WooClap. On peut voir hein, déjà là que vous avez à peu près, vous êtes à peu près 50% de la population qui montre que certains peuvent vous poser des questions, d'autres pas forcément. Et maintenant, la deuxième question, c'est plus vous, en tant que professionnel de santé, quand vous avez eu et quand vous avez vu à domicile des couples et des enfants, avez-vous déjà vu ces pratiques de sommeil partagé? Et pratiques pour lesquelles, par exemple, vous avez dû refaire une information? Oui, souvent, oui, parfois, et non. En fait, on peut voir que les réponses, elles sont très hétérogènes et le référentiel a été construit sous forme également de vignettes cliniques avec les questions fréquentes qui ont été, qui peuvent être posées par du coup les mamans et en fait le dialogue qui peut s'instaurer entre les couples et le professionnel de santé. Et donc, on en a choisi deux parmi toutes les vignettes cliniques qui sont dans le référentiel. La première vignette clinique est Jalette. On m'a dit qu'il ne fallait pas dormir avec mon bébé dans le même lit parce que ça augmentait le risque de mort subite du nourrisson. Est-ce que c'est vrai? Qu'en pensez-vous? Une des réponses que l'on peut formuler aux parents, euh, c'est déjà les remercier pour les questions qui étaient posées, leur dire que c'est des questions importantes et qu'il est intéressant du coup d'échanger à ce propos-là et que on peut voir que d'allaiter son enfant dans la chambre des parents, au moins les 6 premiers mois, est justement un des facteurs de prévention de la mort inattendue du nourrisson. Et qu'il est recommandé que les nourrissons dorment dans la chambre des parents, près du lit des parents, sur une surface séparée, conçue pour les nourrissons, et idéalement au moins dans les 6 premiers mois. Que par contre, des règles de sécurité s'imposent euh, si les parents souhaitent dormir sur une surface de sommeil partagée. La deuxième vignette clinique que l'on a proposée dans le référentiel, c'est j'arrête mon bébé, je suis épuisée la nuit. Dès que je le pose dans son berceau, il se met à pleurer, même dans son lit à côté. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je le prends avec moi dans le lit? Si je le prends avec moi dans le lit, est-ce que mon bébé va s'habituer? Vais-je le rendre capricieux? Encore une fois, ce qui est important dans le dialogue avec le professionnel, avec les parents et en tant que professionnel de santé, c'est du coup de respecter les questions qui ont été posées, de remercier les parents de poser ces questions
et de les rassurer factuellement, de leur dire que les données actuelles, en fait, sont très claires. L'allaitement maternel protège la mort inattendue du nourrisson, euh, et que le nourrisson, c'est un nouveau-né, c'est une population qui va être vulnérable, que prendre un enfant dans ses bras à chaque fois qu'il en a besoin ne va absolument pas le rendre capricieux. Ce qu'il va apprendre, c'est qu'il peut être apaisé et en fait, il y a toujours quelqu'un pour l'aider et le consoler. La survie du nourrisson va dépendre en fait de l'adulte qui s'occupe de lui et cette manière de prendre soin des nouveau-nés, de les prendre dans les bras, c'est la manière de répondre à ses besoins physiologiques. Les tétés nocturnes, on le sait, répondent aux besoins nutritionnels et affectifs de l'enfant. On l'a vu tout à l'heure, un enfant va téter 8 à 12 fois en 24 heures, donc il va téter la nuit. Plus l'enfant va être près des parents et moins la maman sera fatiguée parce que justement, elle ne va pas se lever et elle ne va pas diminuer la qualité de son sommeil. Ce qu'il faut leur dire aussi, c'est qu'il a été montré qu'il est possible d'allaiter dans un demi-sommeil et que les bébés vont téter sans se réveiller. De façon générale, on peut aussi rappeler que la détresse, la peur ressentie par l'enfant lors de la séparation va entraîner un fort taux de cortisol, par exemple, et que un enfant ne doit pas être laissé face à son stress et qu'au contraire, les câlins, l'accompagnement au sommeil, le poids pour les surfaces partagées, en fait, vont libérer de l'ocytocine qui va en fait aider, d'accord, à son apaisement et à aider à l'endormissement. Vous trouvez le référentiel complet, hein, bien évidemment sur le RPO. On vous a mis le lien ici, donc vous pouvez cliquer directement. Et en tout cas, il y a plusieurs vignettes cliniques. Euh, N'hésite pas, Jessica, à me dire si j'ai tort, mais il me semble qu'on a 8 ou 9 vignettes cliniques avec vraiment les questions en fait les plus fréquentes et une réponse à chaque fois euh, qui peut être amenée. Donc, si vous avez ce type de questions, n'hésitez pas à avoir le référentiel et vous pouvez cliquer directement sur les liens pour avoir une réponse à donner à vos patientes. Oui, c'est bien ça. Il doit y avoir, il y a 9 questions, je crois, dans le référentiel. Merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation. Du coup, je vais passer sur la présentation du référentiel prise en charge de l'abcès du sein chez la femme allaitante. Pourquoi est-ce qu'un tel référentiel a été écrit? Le constat, en fait, c'est que ça reste quand même une pathologie mammaire symptomatique euh, qui est fréquente, hein, et c'est un motif fréquent de consultation, notamment dans les 6 premières semaines. C'était du coup une demande du copilallaitement de pouvoir travailler dessus, enfin, sur ce sujet-là, et surtout qu'il y avait un sentiment d'une hétérogénéité de prise en charge sur le territoire, avec parfois malheureusement des retards de prise en charge. Mais aussi que ces prises en charge étaient peu ou pas protocolisées et que c'était souvent professionnel dépendant. Et il restait pas mal de discussions autour des prises en charge antibiotiques, mais aussi autour des techniques de prise en charge, que ce soit la chirurgie ou la ponction. Donc, on a réalisé une enquête auprès des professionnels, donc gynéco-obstétriciens et sages-femmes coordinatrices en Occitanie. C'était un questionnaire en ligne. On a eu 24 retours de ce questionnaire. Donc, il y a 23 maternités qui ont répondu en région Occitanie. Donc, la question était posée de savoir si les maternités avaient un protocole de prise en charge ou non pour la prise en charge des abcès du sein. Et la plupart du temps, effectivement, il n'y avait pas de protocole dans le service. Et sur les prises en charge, euh, était posée une question sur la technique. Et le plus souvent, en fait, une ponction-aspiration était pratiquée. En ce qui concerne l'antibiothérapie, il a été demandé aux professionnels, en fait, si, il y avait une antibiothérapie, de choix dans le protocole, si un protocole existait et quelle était l'antibiothérapie de choix. En numéro 1, la piostacine, était l'antibiothérapie de choix, suivie de l'augmentin, et de l'érythromycine.
Et s'il n'y avait pas de protocole, quelle était l'antibiothérapie administrée en première intention? Et là, c'est l'Augmentin qui était administré en première intention. Une question ensuite était posée sur les professionnels, référents, dans la structure où on pouvait, éventuellement orienter la patiente, que ça soit le radiologue, le chirurgien gynécologique ou une consultante à lactation, pour pouvoir, orienter ces patientes et finalement, dans la majorité des cas, c'est pareil, en fait, les professionnels, en tout cas, n'étaient pas forcément, identifiés. On avait aussi laissé la possibilité de laisser des commentaires et les commentaires, qui ont été laissés, c'est que, les adressages étaient, assez tardifs, de ces patientes, que ce sont des situations complexes qui nécessitent souvent un arrêt de l'allaitement maternel et que malgré l'existence de protocoles, ou des professionnels formés, les prises en charge restent hétérogènes. Donc l'objectif, ça a été de constituer un groupe de travail pour pouvoir, faire un référentiel régional, sur la prise en charge des abcès du sein, lactants et un objectif secondaire de pouvoir avoir un annuaire de professionnels pour orienter ces patientes. Donc on a ouvert un groupe de travail régional constitué de gynécologues obstétriciens, de sages-femmes, et de puéricultrices consultantes à lactation. On a eu 3 réunions de travail et en fait, on s'est basé sur des protocoles qui étaient déjà existants et qu'on a harmonisés et on a également, sollicité et pris avis auprès des infectiologues, concernant, l'antibiothérapie de choix. Finalement, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce protocole? Ce qu'est, un abcès avec la définition, d'un abcès, donc qui est une collection purulente dans la glande mammaire, qui survient dans les 6 premières semaines, qui complique une mastite infectieuse et que les bactéries les plus souvent impliquées sont, le Staph aureus et Streptococcus. Le diagnostic, comment il est fait? À la fois clinique et échographique. Un diagnostic clinique sur, des signes systémiques avec un syndrome pseudogrippal, une fièvre, mais aussi une masse douloureuse, avec, une inflammation, cutanée au regard. Et l'échographie est une aide de diagnostic, et qui peut nous permettre, qui est un guide dans la prise en charge. Heu, la question s'est posée sur la mammographie et la mammographie en phase aiguë, en tout cas, c'est pas, un examen qui est utile au diagnostic. C'est vraiment un diagnostic clinique et échographique. Donc, concernant, la prise en charge de ces abcès du sein, l'objectif de la prise en charge, ça va être de pouvoir obtenir une guérison la plus rapide possible avec, si possible, la poursuite de l'allaitement maternel. Et donc, il existe 3 techniques, de prise en charge. Ça va être la chirurgie, la ponction aspiration éco-guidée ou le drainage percutané. L'idée, c'est de vraiment pouvoir laisser, le choix, à la patiente de ces techniques, en connaissant finalement les avantages et les inconvénients, de chaque technique. En ce qui concerne l'antibiotique, de choix administré, la piostacine, est l'antibiotique de choix administré en première intention. En cas d'indisponibilité de la piostacine, il est préférable d'opter pour la pénicilline M ou, la céphalexine. Donc les différentes techniques, ponction, aspiration, sur la ponction, c'est sous anesthésie locale, c'est rapide, ça peut être douloureux, mais dans ces cas-là, on peut proposer l'homéopathie à la patiente. Le suivi, il faut organiser un suivi à 48 heures, penser à contrôler les résultats de l'antibiogramme et d'adapter l'antibiothérapie, de mettre en place une antibiothérapie, de poursuivre l'allaitement avec les 2 seins et des nouvelles ponctions, sont possibles s'il y a recollection et à ce moment-là, il faut discuter avec la patiente en fonction de la tolérance du geste et on n'a pas retrouvé, dans la littérature, finalement de nombre maximal de ponctions qui doivent amener à avoir, recours à une prise en charge chirurgicale. Finalement, ce qui va nous amener à une prise en charge chirurgicale, ça va être la mauvaise tolérance maternelle.
Une consultation allaitement est à prévoir pour optimiser la prise en charge. Attention à la prescription d'AINS, un INS possible mais prudent. Et aussi se pose la question en fait des problèmes sous-jacents et donc ça peut être intéressant de penser à un bilan radiologique à distance. Le cathétérisme, c'est une indication qui est à proposer plutôt sur sur des abcès un peu plus gros, qui font plus de 5 centimètres. Alors le geste, voilà, il a été détaillé, mais c'est à adapter en fonction, au niveau du matériel à utiliser, à adapter en fonction de chaque, établissement. Et en ce qui concerne la suite, finalement, ça va être, un petit peu le même suivi que sur la ponction aspiration, sauf que là, que ce sont des consultations toutes les 48 heures avec aspiration, lavage qui se font grâce au cathéter jusqu'à disparition de la collection et toujours sous une antibiothérapie efficace pendant 10 à 14 jours avec un traitement moyen, environ d'une durée de 12 jours. Là aussi, une consultation allaitement est à prévoir. En ce qui concerne la mise à plat chirurgicale, les échecs de ponction, enfin les indications pardon, se feront sur les échecs de ponction ou si, on en a parlé un peu plus haut, les récidives, sont trop douloureuses sur les ponctions, sur des abcès récidivants ou chroniques, ou sur des signes de souffrance cutanée où là, l'indication, de mise à plat chirurgicale, est à choisir en première intention. Et si bien sûr, la taille de l'abcès augmente malgré les ponctions itératives. Au niveau du suivi post-opératoire, AINS possible, arrêt du tabac bien évidemment pour limiter le risque de récidive. L'irrigation et le lavage quotidien de la cavité avec, un drain qui est posé initialement et qui sera, enlevé entre 24 et 72 heures en fonction de la taille de l'abcès et la poursuite de l'allaitement qui est à encourager. Idem pour la consultation allaitement et pour le bilan radiologique à distance. On a mis dans le protocole un petit tableau qui, récapitule un petit peu les avantages, inconvénients. On a comparé la mise à plat chirurgicale et la ponction aspiration ou cathétérisme qui peut aider, dans le choix, notamment dans le choix, de la patiente. Donc ce référentiel, est disponible sur le site internet du RPO, en accès libre, et je vous avais parlé des objectifs secondaires. Donc en perspective, c'est de pouvoir créer un annuaire de professionnels pour pouvoir orienter ces patientes et d'avoir des professionnels référents. Donc de nouvelles perspectives de travail pour notre groupe allaitement. Je vais maintenant laisser, la parole à Séverine. Bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer par un petit wood clap. Donc, est-ce que vous pouvez répondre par vrai ou par faux sur la question, un complément, c'est une alimentation autre que du lait maternel? Pour rappel, pour ceux qui nous ont rejoints, si vous voulez vous inscrire sur Woodclap, vous pouvez aller sur le site woodclap.com et vous pouvez rentrer le code de l'événement SMAM RPO pour pouvoir répondre aux questions. Alors, est-ce qu'un complément, c'est une alimentation autre que du lait maternel? Oui, très bien, c'est vrai. Sur, c'est vrai, mais il faut modérer le sens du mot complément et toujours y rajouter quand même, surtout dans nos pratiques en maternité, on utilise beaucoup ce mot complément et du coup, il va falloir rajouter si c'est un complément de colostrum, de lait maternel ou effectivement de préparation pour nourrissons par exemple ou d'hydrolysa. Alors, est-ce qu'un complément de préparation pour nourrissons peut être donné sans indication médicale? Ah, réponse. Eh ben, il faut une indication médicale quand on met en place des compléments. Donc, bravo pour les réponses.
Alors, la durée de l'allaitement maternel n'a aucun impact après l'administration même hum, d'un seul complément de préparation pour nourrisson. Ouais, vous êtes trop fort, hein. On a des pros. On a des pros en face, très bien. Allez, on y va. Alors, un aliment de complément, donc, comme vous l'avez dit, c'est un aliment qui est fabriqué industriellement ou confectionné sur le plan local et il peut convenir comme complément de lait maternel ou donc communément appelé normalement préparation pour nourrisson. Quand le lait maternel ou les préparations ne suffisent plus pour satisfaire les besoins nutritionnels de l'enfant. De tels aliments sont communément appelés aussi aliments de sevrage ou compléments de lait maternel. Voilà. Donc ça, c'est l'OMS qui le dit en 1981. Donc, un complément, c'est une alimentation autre que du lait maternel. Et si on donne des compléments de lait maternel, il faut préciser que c'est des compléments de lait maternel. L'apport de lait maternel, donc tiré ou exprimé, n'est pas considéré comme un complément autre que l'alimentation maternelle. On parle donc d'allaitement exclusif dans ces cas-là. Et le supplément, c'est un terme utilisé par les anglo-saxons. Quand on parle de complément en maternité, quand on souhaite donner un complément, quand on a l'idée de compléter, il faut absolument identifier ces indicateurs de difficulté. On sait que ça a un impact sur la durée de l'allaitement. La durée de l'allaitement est beaucoup plus courte, hein, et ça fait aussi baisser la confiance des mères dans leur capacité à allaiter. Si, en plus, ça a été donné sans indication médicale, si on le donne parce que l'enfant est agité ou pleure, hein, en cas de fatigue maternelle, hein, ou si on lui dit qu'elle n'a pas assez de lait. La recommandation de l'OMS et plus précisément reprise par l'IHAB, la recommandation numéro 5, c'est d'indiquer aux mères comment pratiquer l'allaitement au sein et comment entretenir une lactation, même si elles se retrouvent séparées de leur nourrisson. Et la recommandation numéro 6 dit ne donner au nouveau-né aucun aliment ni aucune boisson autre que du lait maternel, sauf indication médicale. Pour rappel, tout ce qu'on peut donner en maternité comme l'eau, le sucre, enfin, les solutions sucrées, les petites solutions de calmosine, les tisanes plus tard, c'est considéré comme un complément. Alors, bien sûr, il y a des indications, hein, pour lesquelles il va falloir compléter. Bah, déjà, c'est quand il y a une séparation de la mère et de son nouveau-né, mais avec du lait de mère indisponible. Sinon, il va falloir justement indiquer, d'après la reco numéro 5, comment pouvoir amener du lait de mère à son enfant dont elle est séparée. Ça peut être une contre-indication temporaire à l'allaitement, par exemple, sur des examens où on va utiliser des isotopes radioactifs avec une demi-vie, donc du coup, qu'on va pouvoir calculer, que certains médicaments rares, ou une tuberculose active, par exemple. La majorité des compléments sont liés sur une insuffisance de lait documentée, dès le départ sur des hypoplasies mammaires, des antécédents de chirurgie mammaire, avec à chaque fois une évaluation au cas par cas de ce que cette maman pourra faire selon son contexte de pathologie de son sein, et les retards à l'établissement de la montée de lait dans ces contextes-là. Les tétées extrêmement douloureuses, qui sont les premières causes d'arrêt en maternité et qui ne sont pas soulagées après l'optimisation de la prise en bouche du bébé sur le sein, par exemple, et de comprendre surtout ce qui se passe sur ces tétées douloureuses. Sur le côté enfant, nous avons des maladies métaboliques, hein, où il y a des contre-indications absolues comme la galactosémie ou partielle comme la phénylcétonurie. Et bien sûr, l'hypoglycémie sévère documentée avec soit un nouveau-né à risque d'hypoglycémie et cet enfant n'est pas réveillable ou sa succion est inefficace, et des hypoglycémies, pardon, et des pertes de poids, alors entre 7, 8, 10%. On va peut-être commencer à réfléchir à 7, 8% selon le contexte. Et là, il peut y avoir en plus des signes de déshydratation ou bien des bébés qui sont déjà en photothérapie ou des ictères néonataux et le retard à l'établissement de la montée de lait. En tout cas, les mauvaises indications, voilà, ce sont chez les bébés qui sont, eux, à risque d'hypoglycémie. Et
on va pouvoir privilégier, on va le voir tout à l'heure, d'autres choses avant d'amener systématiquement un complément. Bien sûr, il faut les surveiller, mais ce ne sera pas systématique. Le nouveau-né bien portant et à terme, dans les premières 24 heures de vie, il a des tétés en nombre faible, entre 4 et 6 et peut-être 6 et 8 pour certains. Ce n'est pas une indication systématique de complément. Ça fait partie de sa physiologie de rythme et de réflexe à vouloir téter. La nuit de Java, qui est considérée comme une nuit particulièrement compliquée pour les mères, où les tétées vont être nocturnes et fréquentes, peuvent être très souvent une indication de complément de la part des mères, parce qu'elles ne sont pas avisées, certaines fois, éclairées de ce qui se passe cette nuit-là, et de la part aussi des professionnels qui veulent répondre, parce que c'est la nuit, il faut le reconnaître, ou bien parce que c'est des enfants qui sont particulièrement difficiles à calmer, si on ne connaît pas la physiologie de la lactation sur cette nuit-là, qui est la nuit donc où le bébé, parce qu'il tète souvent, va permettre au sein de fabriquer du lait. Donc c'est voilà, la demande de la part des parents sans information éclairée, c'est l'accompagnement de l'allaitement par des soignants peu ou mal formés et c'est des attentes irréalistes aussi sur la reprise du poids de l'enfant quand la durée du séjour en maternité se fait de plus en plus courte. Si à J3, il n'a pas repris de poids, mais forcément avec un complément, il va reprendre du poids. Mais il y a quand même un impact de l'administration. Donc, bien sûr, c'est la reprise du poids plus rapide, heureusement, mais on diminue, alors dans certains cas, la fréquence des tétées. Donc, quand on donne un complément de lait autre que du lait maternel, il faut absolument pouvoir faire autre chose à côté sur le sein, comme par exemple tirer le lait, parce qu'il y a un risque sinon de stase de lactée, de diminution des fréquences des tétées, et donc un risque derrière d'engorgement et à moyen et à long terme de mastite et d'abcès. La diminution de la production dans le même, contexte de physiologie, hein, voilà, si on ne stimule pas la glande mammaire et qu'on donne à la place, des compléments de lait artificiel, on a une insuffisance de lait secondaire, mais très rapidement constatée. Bon, c'est plus ou moins réversible selon le contexte. Dans l'apprentissage de la succion au sein avec des interférences potentielles, en effet, la façon dont va être donné le complément est très importante et forcément, un bébé va aller vers ce qui est plus facile pour lui et souvent, c'est pas qu'il va avoir de la confusion entre le sein ou la tétine, mais il va avoir une préférence vers ce qui est le plus facile et parfois avec le biberon, c'est plus facile pour lui, selon le contexte. Alors, l'augmentation de l'hypoglycémie parce que le nouveau-né donc va pas pouvoir, utiliser ses carburants alternatifs pour faire ce qu'on appelle la cétogénèse. La modification de la flore intestinale, il y a un risque d'allergie aux protéines de lait de vache et des infections. Et le microbiote intestinal met 2 à 3 semaines pour retrouver l'état initial après l'administration d'une préparation pour nourrissons. De manière générale, le sevrage peut être plus précoce. L'allaitement est donc effectivement moins long, en moyenne de 1 mois. Et pour la mère, il y a souvent une baisse de confiance dans sa capacité à allaiter. Donc ce qui est très important d'évaluer, c'est toujours d'abord, de s'occuper d'un couple mère-enfant de manière individuelle. À quel jour nous sommes? Qu'est-ce qui se passe du côté de la maman, au niveau de ses seins, au niveau de sa mise en place de lactation? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enfant? Est-ce qu'il est capable de savoir téter, de transférer du lait? Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau du climat hormonal? Est-ce qu'il y a un contexte d'ocytocine en place? Est-ce que la prolactine va se mettre en place? Est-ce qu'il y a des hormones qui empêchent tout ça de se mettre en place? Le stress, le tabac, des contextes de stress post-traumatique, mais aussi des syndromes d'ovaires polykystiques. Enfin, tout ça, c'est dans la physiologie de la lactation que vous avez dans le référentiel. Il faut encourager la proximité physiologique, le pot à pot, le pot à pot, le pot à pot. C'est très important parce qu'on remet effectivement déjà là le climat hormonal en place et quelle que soit l'issue de l'allaitement, il y a un apaisement qui se met en place et pour la mère et pour l'enfant. Évaluer si pathologie, donc il y a évaluer les pathologies sous-jacentes si quand même un bébé est déjà en économie d'énergie, mais également s'il n'a pas autre chose à côté, hein. Il ne faut pas passer à côté d'une autre pathologie. On va limiter toutes les dépenses d'énergie, donc tout ce qui est bain, on va essayer de diffuser, on essaie de ne pas le faire pleurer, d'où la proximité aussi avec son bébé. On va faire diminuer le stress de ce bébé et de cette maman, d'où le pot à pot, le pot à pot, le pot à pot.
Et on va diminuer également l'hypothermie, on va prévenir l'hypothermie, qui est un facteur aussi, dès le départ, hein, d'hypoglycémie et donc de complément souvent au démarrage parce que le bébé a un index trop bas. On va limiter les interventions techniques et trop médicalisées per accouchement au strict nécessaire. Évidemment, plus l'accouchement était physiologique, plus le climat hormonal est en place et peut-être que plus le démarrage, de cet allaitement se fera mieux. Alors, quoi donner? Ben, en première intention, il faut donner un apport de colostrum ou de lait maternel selon le jour où nous sommes. Donc, extraire le colostrum, c'est très difficile au tire-lait. Sur certaines mamans, les volumes sont très vite importants, mais malgré tout, la meilleure expression, c'est manuel. Et vous avez dans le référentiel également les FALC et des astuces et des indications pour faire le recueil d'expressions manuelles. Et enfin, quand on peut, on recueille du lait pour compléter le nouveau-né. Et là, il faut un tire-lait adapté. Pareil, dans le référentiel, vous avez toute une fiche sur l'usage du tire-lait, l'utilisation pour les mères et l'utilisation pour les professionnels de santé. Il faut réfléchir aux stratégies qui vont permettre de limiter le recours aux méthodes alternatives et donc on ne va pouvoir donner le complément, si possible, en utilisant le moins possible le biberon. Évidemment, il y a d'autres techniques, du coup. Alors, reviens en arrière. Non, vas-y, je le dirai après. Si les volumes de colostrum ou de lait maternel sont insuffisants, on va pouvoir compléter en plus du colostrum ou en plus des volumes de lait maternel par des préparations pour nourrissons ou concernant les hydrolysats poussés chez le nouveau-né à terme. Bon, il n'y a pas de consensus international à ce jour. Et par ailleurs, le groupe de travail de nutrition des sociétés françaises de pédiatrie ne valide pas les propositions de la SFA, à savoir l'adjonction systématique de 10 ml de préparation pour nourrissons tous les jours. Voilà, donc si le bébé sait et peut téter au sein, la première possibilité de pouvoir fournir le complément, c'est avec le DAL au sein, dans le dispositif d'adaptation ou le distributeur automatique de lait, comme vous voulez. Donc, les bébés apprennent à téter en tétant le sein de la maman. Donc là, sur la photo, c'est un DAL qui est acheté. On peut aussi fabriquer des petits dalles maison quand ils sont en maternité. Donc, le bébé en tétant continue de recevoir le lait en même temps que le complément. Il garde l'idée que l'endroit où il doit téter, c'est le sein. Et en même temps, il stimule. Le bébé il refusera moins le sein, ce qui pourrait très bien se produire donc si on le supplémente d'une autre manière. Voilà, le bébé ne sait pas téter, on peut sur des petits volumes lui proposer la petite cuillère, hein. C'est une pratique de plus en plus courante dans nos maternités sur l'expression dans les premières 24 heures de vie de colostrum. Des volumes de colostrum ou des petits volumes de lait, on va proposer la tasse ou le gobelet en faisant lamper le bébé sur la tasse qu'on va apposer sur la lèvre. Pipette ou seringue, c'est sur des volumes maximum de 20 millilitres. Et alors selon l'enfant qui ne sait pas téter, ça peut être aussi sur le prélat, hein, on va pouvoir pousser ou au contraire laisser un petit peu d'air dans la seringue pour que de lui-même il aspire. Prévoir toujours une sonde très petite dans ces cas-là, plutôt du numéro 4 que du numéro 6. Voilà. Et il faudrait éviter le plus possible le dalle au doigt ou en tout cas le faire faire par les parents plutôt que par le soignant dans la mesure du possible, avec un gant si c'est le soignant qui le fait et un bon lavage des mains si c'est les parents qui le font. Alors les volumes administrés, selon le jour où l'on est déjà, selon le poids de l'enfant et selon son âge gestationnel, c'est une analyse donc individuelle. Il n'est pas question de donner 30 millilitres à J0 parce que les volumes de colostrum, ça ne correspond pas du tout à cela. On va réévaluer toutes les 12 heures parce que peut-être que 12-24 heures, la mère aura mis en place quelque chose au niveau de sa physiologie de lactation qui va permettre de diminuer les compléments, par exemple, ou l'enfant va être capable de mieux savoir téter. On va se référer donc pour les volumes à la taille de l'estomac. Sur les premiers jours, vous avez aussi tout ça dans le référentiel en visuel, cerise, noix, abricot, mais aussi en volume.
Et il s'agit bien sûr d'une indication médicale et donc la traçabilité de quand, c'est-à-dire l'heure à laquelle on va faire les compléments, combien de fois, qu'est-ce qu'on donne en complément, si c'est du colostrum, du lait ou des hydrolysats, une préparation pour nourrissons et les volumes, bien sûr, sont nécessaires. Donc, je vous remercie des compléments. Et donc, signes d'alerte. Alors, les signes d'alerte, voilà. Donc, par exemple, une maman qui a été en maternité qui va rentrer à la maison, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? À quel jour on doit s'attendre à la reprise du poids de naissance au plus tard? Je ne sais pas si ma question est française. Alors, on regarde. Alors, la reprise du poids de naissance. Donc, un bébé qui naît à 3,2 kg, ok, vous avez dit 15 jours souvent. C'est un peu ce qu'on disait avant. Bien sûr, J4, J7, J7, c'est parfait. La moyenne, c'est J10, voilà. Merci pour vos réponses. Citez 3 signes d'alerte chez la mère allaitante quand elle rentre à la maison. Ok, vous suivez une maman qui rentre à la maison et il y a des choses qui ne vous plaisent pas chez la maman, qui pourraient mettre en péril l'allaitement ou qu'elle ressent. Ouais. Donc la douleur intense, oui, la douleur, ça reste un signe d'alerte important chez les mamans. Elle espace les tétées, bien sûr, soit parce qu'elle a mal, soit parce qu'elle freine, c'est un signe d'alerte. Bon, tout ce qui est en lien avec, elle dort plus, la dépression, elle pleure beaucoup, bien sûr, c'est une maman qui va peut-être pas être disponible effectivement pour entrer dans son allaitement. Très bien. Et quelle est la prise de poids en moyenne par semaine d'un enfant allaité? C'est un signe d'efficacité qu'on va voir de suite. Bien, c'est en moyenne 200 grammes par semaine, ouais. 30 grammes par semaine, c'est pas assez, hein. Ouais, c'est 30-40 grammes par jour à peu près et 200 grammes par semaine, au minimum. Ça, c'est un allaitement qui fonctionne. Après, dans certains cas, on va peut-être accepter un peu moins, mais avec une surveillance par semaine pour être sûr que l'enfant suit sa courbe quand même. Très bien. Allez, on y va. Donc, les signes d'efficacité des enfants non vulnérables et à terme, c'est l'enfant qui va se réveiller tout seul. Il va demander en réflexe à téter. C'est un éveil qui est spontané, qui est calme. Et c'est ce qu'on parle donc d'allaitement à l'éveil. Le nombre de tétées après la montée de lait, on est d'accord, c'est entre 8 et 12, 14 fois par 24 heures. Et il va y avoir des tétées fréquentes et groupées le soir, entre 17 h et 23 h à peu près pour la majorité des enfants, accompagnées de pleurs, de tétées courtes, frénétiques, agitées. Et ces tétées-là sont très importantes à faire au sein. La reprise du poids, pas de naissance, mais la reprise du poids doit se faire au moment de la montée de lait, donc entre J3, J4 et J5, et le poids de naissance doit être rattrapé à J10. Donc la prise de poids en moyenne, elle est de 200 grammes par semaine ou de 30-40 grammes par jour en moyenne. Il faut qu'il fasse pipi, donc on estime qu'il y ait à peu près 6 couches mouillées, mais des urines claires et bien mouillées hein, après J4. Et les selles vont devenir jaune or. Il faut qu'il y en ait à peu près 3-4 le premier mois, tous les jours. Attention aux selles encore méconnues à la J3, J4. Très souvent, il s'agit là, c'est souvent dans un contexte de retard de montée de lait. L'enfant se réveille seul, donc il prend le sein facilement. Il semble apaisé. Après les tétées, il se décroche.
pouf, il pose sa tête sur le côté, maman, j'ai fini ma tétée. Et la succion, quand on l'évalue, elle est efficace, c'est-à-dire on entend vraiment du lait, on entend l'enfant déglutir et on entend ça sur presque tout le long de la tétée. Pour la maman, elle n'a pas mal, elle n'a pas de lésion. La tension du sein après la montée de lait est perçue à J3, J4 et la tension du sein est améliorée après la tétée. Elle sent que le bébé a drainé son sein. Elle est confortable, elle est sereine. La maman a un petit cocktail qui l'aide à être bien et ce contexte-là, ce climat hormonal, il est dû à l'ocytocine, à la prolactine et aux endorphines qu'elle va sécréter tout le temps de son allaitement. On peut percevoir des signes d'éjection du lait comme des petits picotements, des contractions utérines et des sensations de soif. Elle est autonome et elle participe activement à son enfant. Effectivement, elle ne freine pas la tétée. Donc, vous avez l'observation clinique de la tétée qui est faite dans la fiche 5 du référentiel. Elle est essentielle pour amener un diagnostic de mauvais transfert de lait, de prise de poids insuffisante et peut-être même de sous-production secondaire pour la mère. Elle permet de repérer des situations à risque. Elle permet aussi de faire évoluer la situation parce que rien n'est figé, arrêté quand on a un diagnostic, quelquefois sur des mauvaises prises de sein. Et elle permet d'expliquer les différentes stratégies proposées aux parents et on va leur laisser le choix, bien sûr, d'aller dans ces stratégies-là ou pas. Alors, pour les signes d'alerte, vous avez dans le référentiel ce petit tableau qu'on a repris là sur cette diapo. Donc, il y a chez la mère et chez l'enfant des signes de mauvais transfert de lait, déjà dans un premier temps. Les signes de mauvaise prise du sein et de technique de succion. Et ensuite, le comportement de la mère et le comportement du bébé quand on est sur des tétées inefficaces. Je vous laisserai le regarder. On a fait une petite carte mentale qui reprend tous les facteurs de risque et les freins de l'allaitement qui sont aussi dans le référentiel. On peut voir vite fait que c'est à plusieurs niveaux qu'il y a des facteurs de risque et des freins à l'allaitement. Ça peut être sur le climat hormonal, ça peut être sur le social et le psychologique, ça peut être sur la glande mammaire, ça peut être directement lié au bébé, ça peut être directement lié, je ne vois pas parce que c'est trop petit, mais vous le verrez sur l'allaitement. Voilà, et donc ces signes d'alerte et ces signes d'efficacité sont actuellement mis sur une fiche de retour à domicile et je laisse Jessica reprendre la parole pour l'expliquer. Effectivement, on a voulu créer, donc c'est le copilottement, a voulu créer un outil, une fiche de transmission pour avoir des transmissions un peu ciblées et savoir un petit peu quelle a été cette histoire d'allaitement à la maternité. Et quand voilà, il y a la mère retourne à domicile, savoir un petit peu ce qui s'est passé, donc pour favoriser le lien ville-hôpital, mais aussi que sur cette fiche, la mère puisse s'y référer pour avoir quelques conseils. Et donc notamment, savoir, comment savoir si son bébé tète suffisamment, comment savoir si elle produit assez de lait et savoir quand consulter. Donc c'est une fiche, format A5 qui peut facilement se glisser, dans le carnet de santé, où, il y a aussi la possibilité de noter, les rendez-vous, de noter, les alliés de l'allaitement, pour le couple avec, bah, le nom de la sage-femme, QRPMI, médecin traitant, des associations, et aussi, un professionnel, qui fait des consultations, spécialisées, en allaitement. Et donc cette fiche, comme tous les autres référentiels, est disponible sur le site internet du réseau, sur la page, professionnelle et sur la page usagers également. Donc voilà, on a dépassé de 3 minutes, mais on est à peu près dans les temps étant donné on a continué, on a commencé pardon, 5 minutes, en retard. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Je vois que dans le chat, il y a une question. Bonjour, pour les consultations d'allaitement, à quel professionnel faites-vous référence? Quelle formation attendez-vous que ce professionnel ait reçu? Quid du professionnel formé mais non prescripteur? Problème de prise en charge? Oui, du coup, de la consultation dans ce cas. Merci.
Euh, laisse-moi pour pouvoir répondre à tout. Ah, laisse-moi pardon, vas-y. Alors, les consultations d'allaitement, tout professionnel formé peut pouvoir le faire. La formation initiale, c'est pas la formation qu'on nous donne sur nos études, nous en tout cas de sage-femme ou de médecin. Donc, il faut quand même une formation à côté un peu plus spécialisée. Ça peut être un DU d'allaitement, ça peut être aussi la formation de consultante à lactation. Voilà. Ça peut être aussi des gens qui ne sont pas des professionnels de santé, mais qui se forment vraiment spécifiquement sur l'allaitement, comme toutes les associations en lien avec les mères, enfin les aides aux mères et des personnes qui vont donc, les associations en aide à l'allaitement, pardon, je vais y arriver. Euh, Quid du professionnel formé mais non prescripteur? Ben oui, effectivement. Quelquefois, il y a besoin de prescrire des choses et soit on se fait aider d'un prescripteur à côté. Moi, je peux travailler avec des gynécos ou des médecins traitants pour des prescriptions précises, même si j'ai un droit de prescription, mais limité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu Non. que certains avaient levé la main. Oui, il y avait eu 2 mains levées au début, je crois, non? Bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde, mais à nous écrire via le formulaire contact du réseau de périnatalité Occitanie. Donc, vous avez de quoi contacter le réseau, le site internet du réseau, et vous pouvez nous retrouver sur Facebook, LinkedIn et encore YouTube. Merci pour votre attention et je voulais juste vous faire passer comme message que le prochain webinaire organisé portera sur la prise en charge et la prise en soin des enfants vulnérables en Europe et ailleurs. Ça sera le 28 novembre de 12h30 à 14h et c'est sur inscription. Ah, je vois qu'il y a des participants qui ont levé la main, mais donc, Dominique. Après, on a Laurence Vidon, Elle je veut vous aime. parler. Ouais, mais il est 14h07. On va devoir, je pense, laisser la place. Il y a une question. Dans les référentiels des professionnels, référencez-vous les consultantes en lactation? Non, en fait, on ne référence pas dans le référentiel les consultantes en lactation. On est en train de faire un travail de recensement des professionnels qui sont formés, qui ont le DU ou qui sont consultantes. Mais ce travail de cartographie est notre objectif pour pouvoir peut-être un jour pouvoir créer une plateforme d'écoute et d'orientation, une sorte de SOS allaitement. Mais à ce moment-là, ça ne sera accessible que par les professionnels et ça ne sera pas un accès libre sur les référentiels. Hydrolysa ou non en complément à l'allaitement? Il n'y a pas de consensus encore à l'heure actuelle, mais si le complément doit être donné de manière ponctuelle, on reste sur l'hydrolysa. S'il y a quelque chose qui se met en place de manière mixte, on part directement sur une préparation pour nourrissons. Merci à tous, merci pour vos questions. Excusez-nous d'avoir dépassé un petit peu le temps. Merci Séverine, merci Émilie pour votre Merci, intervention Jessica. à toutes les deux. Et à bientôt. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de répondre au questionnaire de satisfaction que vous aurez en fermant. Merci Merci, au revoir.